téléspectatrices, chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Écho. Nous allons aujourd'hui parler de criminologie avec l'un des plus grands criminologues français. Nous avons la chance d'accueillir Xavier Roffer, qui est criminologue, qui est directeur des études et de la recherche du MCC Menaces criminelles contemporaines, qui est le centre de recherche de l'Institut de criminologie de Paris 2. Et donc, certains de nos téléspectateurs ou de nos internautes peuvent connaître Xavier Roffer, puisqu'il fait de nombreuses apparitions sur les plateaux de télévision, et puis vous êtes régulièrement interrogé par les journaux, que ce soit le Figaro Magazine, la presse de gauche peut-être un peu moins, mais Valeurs Actuelles ou d'autres. Donc on a cette chance. Alors aujourd'hui, la criminalité, ça a une incidence économique, donc il y a quand même un lien avec politique et éco qui est très fort. Eh bien, on voulait vous poser des questions parce que quand on écoute la télévision et le journal de 20 heures, on a un peu l'impression que l'état réel de la sécurité en France, c'est sous contrôle et qu'il n'y a pas véritablement d'accroissement de l'insécurité en France. On nous sort même des statistiques en nous disant qu'il y a certains faits qui sont en baisse, d'autres légèrement en hausse. Mais bref, voilà, la criminalité en France, elle est sous contrôle. Alors, on va essayer de voir ça, l'état réel de la sécurité en France. Est-ce que la sécurité est vraiment sous contrôle? Et puis on va essayer quand même d'analyser les effets ravageurs de l'insécurité sur le tissu social. Et puis on verra aussi les effets ravageurs de l'insécurité sur l'économie réelle. Parce que ça a bien sûr une incidence. C'est très difficile de développer une activité économique dans une société marquée par le crime, le vol et tout le reste. Alors, l'état réel de la sécurité en France, Xavier Roffer, la criminalité, elle est sous contrôle avec ce gouvernement, ce ministre de la Justice et de l'Intérieur? Non, elle ne l'est pas et elle l'est même de moins en moins. Vous savez, dans l'activité des bandits, alors d'abord, on va commencer par parler clairement ici de la criminalité des rues. Vous savez qu'il y a deux formes de criminalité pour l'essentiel dans la société qui peuvent affecter gravement la société. La première forme, c'est la criminalité qui se commet à la base dans les rues. On cambriole les appartements des gens à partir de la rue, on attaque les banques à partir de la rue, on agresse les gens dans la rue, on vole les voitures des gens dans la rue. Ça, c'est, en général, c'est la criminalité d'en bas, la criminalité des rues. Et puis, il y a naturellement une autre forme de criminalité qui est celle des sommets, c'est-à-dire la fraude économique, la fraude financière, tout ce qui touche naturellement aux infractions graves et aux crimes parfois qui sont commis par des gens de la haute société dans le cadre de leurs fonctions pour s'en mettre encore plus dans les poches, et ça c'est une autre forme de criminalité. Tout de suite on va parler de la criminalité des rues, et après ça, si vous voulez m'interroger sur les autres formes de criminalité, j'en parlerai avec plaisir, parce que nous suivons les deux formes. Donc la criminalité des rues, naturellement, affecte la vie sociale et elle affecte l'économie. Un enfant de 4 ans comprendra que quand vous êtes client d'une succursale bancaire et qu'on tire des coups de pistolet dans la succursale en question, on a un peu de mal à faire fructifier son argent et à travailler. Donc oui, ça affecte la société. Deuxièmement, je vais vous parler un petit peu des bandits, pour commencer. Dans la vie criminelle, de la criminalité des rues, dans la vie des bandits, dans la vie des gangsters, il y a un élément qui est crucial, ce sont les vols à main armée. Au centre de la vie criminelle, il y a les vols à main armée. Les vols à main armée affectent et sont pratiqués par toutes sortes de criminels, que ce soit des criminels qui réussissent ou que ce soit des criminels qui échouent. Quand vous êtes un criminel qui échoue, par exemple, vous êtes en train de dealer tranquillement dans votre cité, et puis il y a d'autres dealers plus méchants que vous et plus forts et ayant une capacité physique ou les kalachnikovs qui vous permettent de vous envoyer promener, vous êtes obligé de vous reconvertir, c'est-à-dire de trouver un autre métier criminel ou un autre endroit pour pratiquer votre activité criminelle. Ce n'est pas... Alors,
j'imagine qu'on peut trouver sans doute de meilleurs économistes marxistes que vous, mais pour en venir à Marx, vous connaissez la loi sur l'accumulation primitive du capital. À un moment donné, il faut accumuler le capital, et par conséquent, quand vous êtes sorti d'un lieu de deal et qu'il faut reconstituer une clientèle ailleurs, il faut des sous pour faire la jointure. Et comment vous obtenez les sous? Par les vols à marme et par les braquages. C'est pas des génies du crime, c'est pas vous savez, le grand cerveau du vol du train postal avec des milliards de livres sterling et tout, pas du tout, c'est des petits braquages de proximité. Et donc, à ce titre, les petits braquages de proximité sont très importants. En même temps, vous êtes un dealer qui a réussi, vous vous êtes imposé dans une cité, ou un faux monnayeur ou quoi que ce soit, qui a réussi. Mais vous savez que ce qu'on dit sur le milieu criminel, qui est chevaleresque, etc., ce sont des sottises. C'est un milieu qui est extrêmement prédateur de lui-même, et qui est même voluptueusement prédateur de lui-même, puisque, naturellement, quand vous braquez un autre bandit, il ne va pas aller se plaindre à la police. Il ne le peut pas. Tous ces gens-là ont en commun d'être des hors-la-loi, quoi. En conséquence de quoi, comment s'imposer, comment avoir une réputation? Comment on peut dire Momo, il est fier, lui, il est bon et tout. C'est en attaquant des banques, en braquant, etc. Comme ça, vous montrez que vous avez une capacité paramilitaire, vous êtes capable de vous protéger. Donc, que vous soyez un bandit avec succès ou un bandit sans succès, à un moment donné, vous passez par la case braquage. Et c'est pour ça que les braquages sont très, très importants. Donc, le baromètre de l'activité criminelle dans un pays, c'est... Regardons les braquages de proximité. À l'heure actuelle, et depuis à peu près 2 ans, ils explosent dans ce pays. Ils explosent, c'est-à-dire que tous les jours m'arrivent des... Vous savez, imaginez le nombre d'étudiants que j'ai eu au cours des 25 dernières années et qui sont devenus policiers, gendarmes, magistrats et tout. Ben, beaucoup d'entre eux sont restés en contact avec moi. Alors j'ai des informations. Exactement. Et donc, les petits braquages de proximité, et surtout, ce qui est épouvantable pour la population, ce sont des braquages à répétition, sans arrêt, dans les petits journaux de province, dans les sites de province, et pas dans la grande presse. On parlera du rôle néfaste de la grande presse d'information, dite d'information, dans ces affaires, mais dans les toutes petits ces sites, affaires. oui, mais dans mon domaine, pareil, dans mon domaine, alors vous avez tous les jours la pharmacie machin braquée pour la 5e fois. Il y a une brave dame là qui récemment s'est plainte dans la région de Metz. Elle avait été braquée genre 28 fois en 15 ans. C'est-à-dire que les gens, maintenant, il y a une catégorie de malfaiteurs, de petits malfaiteurs. Voilà. Alors, ils vont chez l'épicier, ils prennent 200 €, et puis après ça, ils s'offrent leur dose de drogue, ils s'offrent à tenir pendant 3-4 jours, et ils recommencent. C'est devenu l'argent des petits commerçants est devenu une ressource sociale à la disposition des malfaiteurs et des bandits. Et en plus des allocations familiales. Voilà. Plus de tout le reste social. Et flux continu. Un flux continu, c'est ça. Partout en France, tous les jours, par rafale, tous les jours. Mais vous savez ce que disait Alphonse Allais? Il disait, ce n'est pas tout d'être pauvre, si en plus il fallait se priver. Alors voilà, avec l'argent des petits commerces ou des braquages de proximité comme ça. Et ce n'est plus l'apanage de la ville. Non. C'est maintenant dans les campagnes. Non. Alors, en ville, c'est plutôt les racailles, et à la campagne, c'est plutôt les nomades. Oui. Alors, vous savez qu'on vit dans un monde de politically correct. Je vais donc dire la formule consacrée. Tous les nomades ne sont pas criminels, mais il y a parmi eux des criminels. Il y a donc des clans de nomades criminalisés, et c'est ceux-là, et non pas tous, qu'il convient de désigner du doigt sur les pillages que subissent les campagnes. Voilà, on l'a dit, on est tranquille. Oui, et je vais renforcer dans le politiquement correct. J'en ai même un qui me disait, il est ferrailleur de son État, et il est tout à fait... Il me dit, oh, je reconnais plus la France. C'est plus comme avant. On respecte plus les lois. On ne peut plus travailler. Ben oui, exactement. Et ce qu'il désignait, c'était évidemment des gens qui étaient assez proches de lui et de sa famille. Voilà. Mais avec un certain bon sens, il faut bien le dire. Mais évidemment, ils attaquent même des
des tribunaux, des commissariats, des jardineries, des bowling, les endroits les plus invraisemblables se font braquer pour 50, 200 euros, 300. Quand c'est 1000 euros, pour eux, c'est le jackpot. Et naturellement, tout ça provient du fait que il y a une si jamais... totale. Ah bah oui, et pour cause. Je vous rappelle, on va pas embêter les auditeurs avec les articles du code, mais que le code pénal dispose que le vol à main armée est un crime, en conséquence de quoi passible de la cour d'assises et punissable de 20 ans de prison. Et les gens qui braquent à l'heure actuelle, pour des petits braquages comme ça, sortent du tribunal, à supposer que ça aille jusque-là, aussi vite qu'ils sont entrés. Donc, il n'y a plus de sanctions sérieuses pour ce genre d'infraction, sauf dans un département de France. Alors, est-ce le hasard? C'est le Vaucluse. Depuis 2 ans ou 3 ans, un procureur dans le Vaucluse a traduit devant la cour d'assises, chaque fois qu'il y avait un cas grave de braquage, c'est-à-dire que ça n'a pas été disqualifié ou déqualifié en agression avec arme, etc. Donc ça n'a pas été correctionnalisé. C'est resté, voilà, mais c'est resté au niveau de la cour d'assises, avec des peines de parfois 10 ou 15 ans de prison réelle, et par une amusante coïncidence, depuis 2 ans, le nombre de braquages dans ce département a baissé de 72%. Mais c'est sans doute un hasard. Démonstration par le Vaucluse. Oui, exactement. Démonstration par le Vaucluse, c'est intéressant. Mais ce procureur n'est-il pas menacé? Oui, mais il faut être courageux. Quand on applique la loi, on ne les paye pas pour avoir la trouille, quand même. Hein. Attention. Mais je veux dire, administrativement menacé. Ah oui, parce que là, oui, on commence à dire qu'il y a une espèce de décalage entre ce que font les uns et les autres, et qu'il faut une tonalité générale, et qu'ils ne la respectent pas bien. Mais, à l'heure actuelle, sous Madame Taubira, donc le pire est à craindre pour le malheureux. En attendant, il a fait son travail, et il a démontré, alors naturellement, il n'y a pas un crime de moins de commis en France par son action, parce que joue, bien entendu, l'effet de déplacement, et les gens qui peuvent plus braquer dans le Vaucluse, ils vont dans le Tarn ou à côté, et puis ils se débrouillent, quoi. Cela dit, si c'était fait à l'échelle nationale, et j'insiste, les gens disent oui, mais vous vous rendez compte, ça n'est pas vrai. Il y a toutes les lois qu'il faut en France. Il n'en faut pas une de plus. Non, surtout pas. Par contre, il faut peut-être plus de places de prison. Alors, c'est pas sûr, parce que sont en prison des masses de gens qui n'ont rien à y faire et pas ceux qui devraient y être. C'est-à-dire comme par exemple par exemple, il y a des infractions qui sont d'ordre économique et financier. Non, on ne va pas en prison pour le code de la route. Mais il y a des infractions de toutes sortes dans le domaine économique qui valent à des gens des peines de prison, et ceux-là qui ont des garanties de représentation et qui ne sont pas des voyous, quoi. Ils pourraient être chez eux avec un bracelet, mais pas les racailles. Les racailles avec un bracelet, je vous donne le cas le plus célèbre. J'ai accusé 3 fois le ministère de la Justice de ça, je n'ai jamais eu de réponse, alors je vais le faire une 4e. Koulibaly numéro 1, celui de l'hypercachère, il était avec un bracelet où il aurait dû en avoir un au cas où il l'avait arraché. Mais vous avez vu comme le fait d'avoir été soumis à une peine de substitution avec bracelet l'a empêché d'assassiner plus de 10 personnes quand même. Naturellement, ça ne sert à rien, c'est de la foutaise. Il y a des gens, ceux qui sont insérés dans la société, bien entendu, pourquoi pas. Donc il suffirait de mettre en prison les gens qui méritent d'y être, et puis ceux qui sont dangereux. Ceux dont en plus on sait que, non contents d'être des racailles, ils peuvent basculer dans le fanatisme et devenir en plus des bombes humaines à la Kouachi ou à la Koulibaly, c'est ceux-là qui devraient être en prison. Pour ce que prévoit, dont dispose le code, c'est-à-dire si c'est 15 ans, c'est 15 ans, alors naturellement il faudrait d'autant plus que ça soit comme ça, que en criminologie nous savons une chose qui est toute bête, et qui est même accablante d'évidence, c'est que pendant qu'un individu est en prison, il ne peut pas commettre de crime à l'extérieur. Voilà. Et donc, si vous mettez quelqu'un qui fait 100 cambriolages par an en prison pendant 3 ans, ça fait 300 cambriolages de moins. Voilà. Parce que les individus ne sont pas indéfinitivement remplaçables. Et c'est la raison pour laquelle... Donc vous ne pensez pas qu'il faut augmenter les places de prison? Je ne le sais
sais pas, rien ne me permet de le dire à l'heure actuelle, et je dis que quand il y aura des gens sérieux en matière judiciaire au pouvoir, il faudra qu'ils fassent faire par leurs services, qui font ça très bien, une étude en disant qui est en prison et qui pourrait ne pas y être, et en revanche, voilà. Et le solde, ça sera, s'il y a un solde positif, le nombre, parce que vous savez, les individus qui commettent la plupart des crimes des rues dont on parle depuis tout à l'heure, ils sont pas si nombreux que ça. Ils sont récidivistes, multirécidivistes, mais pas si nombreux que ça. Ils sont polyrécidivistes. Polyrécidivistes. Je vais vous donner un cas. Dans un département de la banlieue parisienne qui est très rock'n'roll quand même, le Val-de-Marne. Un jour, il y a eu une réunion des gens de la société civile, il y avait des élus, il y avait des travailleurs sociaux, il y avait les gendarmes du coin, la police, etc. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est qu'un noyau dur? C'est-à-dire justement ceux qu'on essaye de cerner. Et ils ont décidé, suite à leur conversation, en mise en commun de leurs expériences, que le noyau dur, c'était 20 contact avec la police ou la justice, 20 fois interpellé, déféré, interpellé, redéféré, relibéré, etc. 20. Le curseur a été placé à 20. Ça aurait pu être 15 ou 25, ok, 20. Vous savez combien pour le département du Val-de-Marne, combien d'individus ça concernait pour tout le département? Moins de 50. Ah oui. Voilà. C'est intéressant ça. Après ça, moi j'ai été voir des préfets, dans des départements un peu rock'n'roll, là aussi, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, le préfet, j'en connais un paquet. Je lui ai dit, monsieur le préfet, chez vous, c'est combien? Ah, moi, c'est sportif chez nous, donc je dirais une centaine. Eh bien, il faut savoir que les actes qui pourrissent la vie, ce qu'on appelle les violences urbaines, et parce que en criminologie, on sait une chose, c'est toujours les mêmes qui font tout. Hein. Voilà. Donc, ceux qui font les violences urbaines sont en même temps naturellement les dealers, les braqueurs, etc. Les violences urbaines dans la France métropolitaine, c'est 26 départements. Le reste des départements, c'est 0, ou rien du tout, ou 1 de loin en loin. Donc 90% et plus des cas de violences urbaines commis en France métropolitaine, c'est 26 départements. Sur les 26 départements en question, au total, les individus en question sont moins de 3000. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc c'est pas les hordes de Gengis Khan. Et je vais vous le prouver parce que là c'est une indication, mais la preuve. Il y a 4 ans de ça, à peu près 4-5 ans, dans un département de la grande banlieue parisienne, je crois que c'est l'Essonne. Une année, quand on a les chiffres de la délinquance et de la criminalité qui tombent, moins 50%. Brutalement, le nombre de faits graves, c'est-à-dire les gros braquages, les atteintes à les vols avec violence, les vols à main armée, etc., moins 50% sur un an. Le procureur encore? Non. 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 Une famille qui avait délocalisé. C'est elle-même. Qui avait changé d'adresse. C'est elle-même, non. 2 frères qui s'étaient tués à moto. Ils étaient sur la même moto, ils n'avaient pas de casque. Les 2 frères se tuent, le truc s'effondre. Voilà. Alors, c'est pas les 2 individus en question qui avaient tout commis, bien sûr, bien sûr, mais au sens strict du terme, c'était les pousses au crime. Oui. Voilà. Donc, il n'y a pas tant que ça d'individus à mettre en calèche pour voir les choses s'arrêter. Donc c'est une question de volonté politique. C'est une question, c'est un mot très noble. Le rôle du politique, c'est la décision. Il faut prendre une décision et s'y tenir. Tant que la décision n'est pas là, les policiers ne servent pas à grand-chose, les magistrats non plus, et voilà. Quoi. Oui. Alors, est-ce que les policiers pardon Jean-Christophe, les policiers sont-ils, les forces de l'ordre en général, sont-ils bien utilisés là où il faut? C'est ça la question. C'est pas ça le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'ordre. Ils n'ont pas d'ordre. Les ordres signifient naturellement qu'il faut faire telle chose à tel endroit. Pardon de vous, mais j'ai un exemple. Oui. Bon, excès de vitesse sur un boulevard périphérique d'une grande ville de province, je suis à 60 au lieu de 50, et là, je me fais arrêter, et je compte le nombre de fonctionnaires. J'en compte 12. Oui.
Est-ce que c'est pas un peu Mais ils trop? étaient peut-être là pour autre chose, j'en sais rien, moi. Est-ce que c'est pas un peu trop pour le grand délinquant que je suis? Non, mais on n'est pas, évidemment, c'est sur le camp, mais il y a un processus de mise en place des forces, on ne sait jamais. Il faudrait avoir des éléments pour que je n'ai pas, pour vous répondre. Oui, parce que la délinquance routière, pour le coup, celle-là, elle est réprimée. Donc là, il y a des ordres qui bien viennent sûr, d'en bien haut, sûr. politiques, Il y a un discernement, une volonté politique et un rendement. Oui, bien C'est sûr. ça qui est curieux. Parce qu'il s'agit d'emmerder les honnêtes gens, donc là, ça marche, voilà. Et puis, il se transforme en auxiliaire du fisc aussi. Oui, alors Donc, ça va de soi. il y a un enjeu financier. Évidemment, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais là n'est pas la question. La question est de faire en sorte que des gens qui sont des malfaiteurs multirécidivistes soient mis hors d'état de nuire. C'est-à-dire que, dans le respect de la loi, absolument, et de A à Z, ils soient soumis à des peines de prison qui, à la fois, parce que c'est pas vrai que ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet quand la prison est le club Méditerranée. Lors d'une des multiples histoires de Marseille où les gens s'entretuent, etc. Dans le monde, une maman d'un des garçons qui avait été tué se lamentait de la mort de son fils en disant il venait de sortir de prison, il était mieux là-bas, il avait tous ses copains et il avait même un écran plat. Voilà, donc c'était une sorte de colonie de vacances pour, comme on dit, cités difficiles et jeunes des cités difficiles. Et voilà, donc si la prison c'est ça, effectivement, ça ne sert pas de leçon. Mais même Club Méditerranée, s'il y était resté, il ne serait pas mort. D'une part, et deuxièmement, nombre de méfaits auraient été évités. Je dois dire que s'il y avait les événements du mois de janvier sont caractéristiques à cet égard, si la loi en France avait été appliquée comme il se doit, pas uniquement sous Hollande, mais dans le règne précédent, celui de Mme Dati et consorts, il n'y aurait pas eu les attentats du début janvier, parce que et M. Kouachi numéro 1, et M. Kouachi numéro 2, et M. Koulibaly numéro 1 auraient été en prison. Bien sûr. Parce qu'ils avaient commis de manière répétitive. Rendez-vous compte qu'un des frères Kouachi part faire Dieu sait trop quoi au Yémen, et il rentre, et il était sous contrôle judiciaire. Il y a donc rupture du contrôle judiciaire. Il va au commissariat, on l'engueule, il ressort libre. Comment voulez-vous? Je veux dire, les gens qui devraient être en prison n'y sont pas. Alors forcément, c'est le foutoir. L'opinion ne comprend pas ça. J'avais posé la question, y a-t-il une rupture avec Mme Taubira? Y a-t-il une différence entre l'UMP et le PS, entre les républicains et les socialistes maintenant, ou doit-on parler de républicains socialistes et du MPS? Je sais pas de... Je suis un technicien, moi, vous savez. Donc, les dispositions selon lesquelles, en fait, au-dessous de 2 ans de prison ferme, plus personne ne va en prison, ça date ça date de cette période-là. Et par la suite, naturellement, ça s'est d'autant plus dégradé parce que l'idéologie officielle à l'heure actuelle, c'est que les criminels, c'est les gens normaux et que les autres ne sont que de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme. Naturellement, à partir de ce moment-là, il y a peut-être des nuances dans la pensée de la ministre et de son entourage, mais chez les voyous, il n'y a pas de nuances. Donc ils sont persuadés, les racailles sont persuadés qu'ils ont une copine à la chancellerie, quoi. Alors naturellement, ça les enivre. C'est pas des docteurs en physique nucléaire. Alors je vais vous donner une précision parce qu'elle est utile. Vous m'avez entendu prononcer le mot racaille. Alors vous allez dire c'est pas politiquement correct, etc. Le mot racaille est dans Karl Marx. Voilà. Il parle du lumpenprolétariat et il dit qu'en période de révolution, ces gens-là ne doivent pas aider les prolétaires, mais sont au contraire dangereux pour eux. Et ils disent, lors d'une révolution, les racailles sont les pires alliés possibles pour le prolétariat. Pendant certaines révolutions, on en a même collé au mur et on les a fusillés, et on a bien fait. Donc, pour prononcer le mot racaille, je suis couvert par la noble doctrine de Karl Marx en personne. On ne peut rien me dire. Oui, en France, l'histoire a démenti Marx, puisque dans toutes les révolutions, la lie de la société a toujours été Oui, mais lui, il avait encore un reste de ce qu'on appelle l'idéalisme allemand. Exactement. Voilà. Et donc, il était dans l'idée qu'il y avait des révolutionnaires nobles et puis qu'il y avait des vilains qui étaient les racailles, donc les lumpen, et que cela, naturellement, était pire que tout.
Et l'explication reste économique. Lumpenprolétariat, c'est évidemment le pauvre, et c'est parce qu'il est pauvre qu'il est délinquant. Est-ce que c'est la seule explication? Ah, c'est même pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Il n'y a pas de déterminisme en la matière. Il n'y a pas de déterminisme du tout. Regardez, moi par exemple, je vais vous donner un cas. Il y a quelques années, j'avais une étudiante à l'Institut de criminologie dont la famille était algérienne. Et ils étaient venus au moment de Citroën ou travailler dans les usines. Ils étaient restés et puis donc ils étaient nés en France avec la famille. Il y avait 4 sœurs et 2 frères. Elle faisait des études de droit, elle voulait devenir avocate pénaliste. Une de ses sœurs était ingénieure en informatique et réussissait très bien. La 3e sœur, qui voulait pas d'études prolongées, elle était prothésiste dentaire, vous savez, elle faisait des prothèses. Voilà. Et la 4e, je sais plus trop, toutes des réussites. Et il y avait 2 fils. Il y en avait un qui était toxicomane et l'autre qui était un voyou et islamiste en plus. Donc ça fait donc vous voyez que dans la même famille, d'abord on a un succès assez grand dans l'intégration des filles originaires du Maghreb. Des fois, elles prennent un peu de place comme Madame Dati ou Madame Belkacem, mais quand même, elles font pas de mal, quoi. Elles ont un rôle. Voilà. C'est très net. C'est lié c'est un phénomène culturel. C'est un phénomène culturel à 100%. C'est par les filles que nous pourront remédier à ces problèmes. Moi, je le vois avec mes étudiantes aussi, dans une autre matière, mais c'est très frappant que leur capacité à s'adapter, à s'assimiler, est bien plus grande que chez les garçons. Et puis, alors pour la raison, je vais vous la dire, la plateforme, vous savez, qui permet de dénoncer les gens qui se radicalisent, elle marche très bien, elle marche à 90% par les femmes musulmanes, qui, en réalité, détestent l'islam. Quand elles sont coincées dans leur cité, obligées de s'habiller, alors qu'elles voient leurs copines qui sont en mini-jupe, qui sont jolies comme tout, etc., elles enragent en silence. Et c'est elles qui sortent de la maison avec leur portable et qui dénoncent le petit frère qui dit « Ouais, ce qu'on fait aux musulmans, c'est dur, moi je vais partir en Irak, je vais partir en Syrie ». C'est comme ça que la plateforme marche. C'est des filles, voilà. On va marquer peut-être une petite pause et puis revenir sur ce lien entre la criminalité et le terrorisme. Voilà. C'est intéressant. Donc Xavier Refer, après avoir fait ce tour de la criminalité qui a tendance à exploser autour des braquages et qui serait relativement concentré, est-ce qu'il y a un autre sujet qui est intéressant, c'est le lien entre la criminalité, j'allais dire, classique, et puis le basculement dans un terrorisme islamiste, donc des jeunes qui se radicalisent, etc. Alors finalement, les terroristes, ils viennent pas de Syrie, ils viennent pas de Libye, ils viennent pas d'Irak, ils sont quelque part dans les cités et en gestation, dans les cités françaises, en gestation. Reprenons les choses depuis le début. Depuis la fin des années 60 du XXe siècle, depuis les années 68-70 jusqu'aux années 2008-2010, il y a eu un phénomène qu'on appelait le terrorisme. C'était soit des gens qui venaient du Moyen-Orient, Abu Nidal, etc., ou même les islamistes à la Bin Laden. C'était les gens de l'ETA au Pays Basque, les gens de l'IRA en Irlande, etc., des ultra-radicaux de l'extrême gauche comme Action Directe. C'était ça le terrorisme. Ce terrorisme-là, pour l'essentiel, il a disparu d'Europe. Il n'y en a plus. Pour la dernière année comptabilisée, c'est-à-dire l'année 2014, hors de 2 micro-territoires que sont l'Irlande du Nord, où il y a encore des séquelles, et la Corse, pour toute l'Union européenne, 500 millions d'habitants, il y a eu 7 attentats ou tentatives émanant de ces groupes-là. 75 pour toute l'Europe, c'est-à-dire 25 en Irlande du Nord, 50 en Corse et 7 voilà, pour tout le reste. 500 millions d'habitants. Le risque qu'un Européen de l'Union européenne, les statistiques sont compilées par l'Union européenne, meurt de terrorisme est largement inférieur au risque qu'il a d'avaler une cacahuète et de mourir dans un cocktail parce qu'il l'a avalé de travers. Donc vous voyez que c'est infinitésimal. Alors, ces terrorismes ont disparu. La
cause première de la disparition des terroristes, c'est bêtement, hein, et là, la police peut pas se vanter de ça, ni la justice, et à un moment donné, le terrorisme passe de mode. À un moment donné, dans les années 60, quand un jeune homme d'une université italienne laissait entendre à des jeunes filles qu'il était aux Brigades Rouges, elles avaient pour lui les yeux de chimène, elles étaient enthousiastes. 10 ans après, ils emmerdaient tout le monde, c'était des jargons marxistes, etc. Tout le monde, voilà. Le terrorisme passe de mode. C'est très juste. Et en plus de ça, des fois, la répression est efficace, mais bon, c'est ça le fond de sauce. Pardon de vous interrompre, est-ce que, malgré tout, il n'aurait pas perdu son objet dans une certaine mesure? Bah oui, non, mais si, cause. parce que oui, la société a changé. J'ai parlé. Non, si l'IRA d'abord et l'ETA sont sortis de la lutte armée, c'est parce qu'aujourd'hui, dans la société où on vit, leur pratique du terrorisme est devenue impossible. Oui, c'est juste. Impossible. C'est juste. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques semaines, j'étais aux confins de la partie française et espagnole du Pays Basque, et je connais des gens de l'ETA, je les connais depuis des fois 20 ans. Les bons criminologues font leur travail sur le terrain, on ne se contente pas de lire des bouquins dans des bibliothèques, on va voir nos sujets d'études. Et donc là, j'ai été les voir, et ce qui leur arrive est épouvantable. Ils sont totalement paralysés. S'ils sont sortis de la lutte armée, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils sont échecs et mat. Ah oui. L'alternative est simple. Soit vous avez un téléphone portable et la gendarmerie ou la Guardia civile, c'est où vous êtes à 1 mètre près, soit vous n'en avez pas et vous êtes un terroriste. Fini, fin du coup, c'est plus possible. Voilà, comment faire? Vous pouvez pas. Intéressant. Voilà, donc, sauf naturellement à mettre au monde des gens qui ne seraient pas déclarés au moment de la naissance et qui donc auraient eux-mêmes des choses complètement, des téléphones complètement anonymes, mais c'est impossible parce qu'il faut 25 ans pour faire ça, et là ils sont coincés, ils ne peuvent plus, c'est impossible. Donc le terrorisme disparaît d'Europe, soit parce qu'il passe de mode dans certains cas, soit dans d'autres où la volonté existait toujours, parce que les gens sont complètement paralysés, ils ne peuvent plus. Donc la technologie peut jouer un rôle. Mais la technologie, c'est la langue des hommes. C'est à la fois très bon et très mauvais. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. Voilà. Oui. Avec un téléphone portable, vous commandez une explosion à 5000 km en appuyant sur un bouton, en faisant un code sur votre clavier, et en même temps, vous pouvez détecter des gens. Et une bonne partie de notre sécurité en Europe provient du fait que les jeunes gens, on ne peut pas entrer trop dans les détails, mais les gens qui sont dans la lutte armée du côté de l'État islamique en Irak ou en Syrie sont pas toujours très sobres téléphoniquement et que tout est aspiré, quoi. Voilà, donc ça nous protège en même temps que des fois ça nous menace. C'est le phénomène de la langue des hommes. Mais c'est pas là où je voulais en venir. Donc les terrorismes classiques, ceux auxquels on était habitués, européens, voilà, en Europe, ont disparu, ou alors importés. Quand la guerre froide s'est terminée, il n'y avait plus l'oncle soviétique qui disait au Conseil non, et puis en même temps pour dire au Conseil de sécurité, mais c'est pas du terrorisme, c'est de la lutte contre l'impérialisme, ces gens-là, voilà, méritent notre respect. C'est fini ça. Et donc ce qui dépendait de cet azimut-là politique disparaît en même temps que disparaît l'Union soviétique, etc. Ce qui reste en Europe, et c'est ça qui est important, ce sont des déchets. C'est-à-dire ce qu'on a connu sous le nom très noble de djihad, etc. À l'origine, c'était de grands seigneurs salafistes. La famille Bin Laden est une famille renommée en Arabie. Voilà, exactement. Ils sont pas tout à fait au cœur du dispositif saoudien parce qu'ils sont d'origine yéménite et ils sont pas de la bonne tribu, etc. Mais quand même, ils ont un poids considérable, y compris à la cour aujourd'hui. Hein. Mais en revanche, c'est fini ça. L'actuel chef d'Al-Qaïda, qui est réfugié quelque part dans les confins entre le Pakistan et l'Afghanistan, Ayman al-Zawahiri, c'est un chirurgien renommé du Caire qui, à un moment donné, a basculé dans le fanatisme et fini. Donc cette catégorie-là, cette génération-là du djihad, elle est en voie de disparition. Les derniers courent sous les missiles largués par les drones en Afghanistan ou au Pakistan. Ce qui s'est substitué à ça, dans un processus frappant de dégénérescence, c'est les racailles. C'est-à-dire des gens qui sont... C'est le cas en France systématiquement. C'est le cas de Mohamed Merah, c'est le cas des frères Kouachi, c'est le cas du fameux Bilal de Jouer les Tours qui a pu heureusement être tué par la police avant d'avoir tué des policiers lui-même, c'est le cas des Koulibaly 1, 2, 3, et donc c'est ça.
des racailles, c'est-à-dire des gens qui, contrairement à ce que nous disent les médias bienséants, ne sont pas des petits délinquants. Ou des gentils, des gens très sympathiques. Non, mais même pas des petits délinquants, ce sont des criminels confirmés. Oui. Le Mohamed Merah, quand il est tué, il a 23 ans, il a déjà 18 inscriptions au casier judiciaire. Vous vous rendez compte, sous Mme Dati ou Mme Taubira, il faut en faire des tonnes pour 18 inscriptions, dont une dizaine pour braquage. Cet homme-là n'aurait jamais dû sortir de prison avant 20 ans. Ce qui veut dire que les victimes de Mohamed Merah pourraient éventuellement faire un procès aux différents ministres de la à elle justice d'explorer, mais il y a eu une impéritie grave à cela. Oui, mais alors, est-ce que ça n'accrédite pas la thèse du bandit solitaire, en quelque sorte, de la spontanéité, du caractère non organisé, non complotiste. Le renseignement intérieur français ne veut pas admettre une chose. Il a une vision binaire. Soit on est seul, soit on est dans une organisation. C'est faux. Il y a une autre catégorie qui manifestement et jusqu'à l'écœurement est celle que la réalité nous montre sous nos yeux, qui est celle de ce que la psychiatrie appelle le délire à plusieurs. Le délire à plusieurs, c'est les gens qui se réunissent et qui disent « j'ai vu la Sainte Vierge apparaître dans le soleil », ce que faisant, ils se collent généralement à bon décollement de la rétine, à regarder trop dans le soleil, mais c'est ça un délire à plusieurs. Et là, c'est toujours des fratries. Les deux frères Merah, et donc il y a des gens dont l'un a l'emprise sur les autres, des gens dont il est extrêmement difficile de surprendre les communications parce qu'ils vivent ensemble, donc ils n'ont pas besoin de téléphone, ils se parlent, ils sont à proximité l'un de l'autre, ils se voient tout le temps, et c'est ces formes de délire à plusieurs entre les frères Merah, les frères Kouachi, Koulibaly et sa compagne, etc. C'est ces petits noyaux-là qui ne sont pas à proprement parler des organisations, mais qui sont des coalitions fondées sur le fait qu'un individu, sous une emprise un peu sectaire... voilà, j'allais dire. Est-ce que c'est pas une sociologie de secte? Bien sûr, évidemment. C'est comme ça qu'on les recrute. Ah oui, d'accord. C'est comme ça qu'on les recrute. Avec, évidemment, peut-être un gourou, enfin... les recrutements à distance... vous savez comment ça se passe. Il y a un élément un peu fragile, alors il rentre en contact avec des gens sur un site, et les gens sur le site vont le persuader, ce qui est typique de la démarche des sectes, que lui, c'est un garçon bien, mais que son entourage lui ment, qu'on lui a jamais dit la vérité, que le 11 septembre, c'est pas du tout ce qu'on a dit, et... dans leur langage, ceux qui manipulent ces individus, ils les appellent les éveillés, ceux qui à un moment donné dormaient et qu'on a éveillés à la vérité. Hein, et donc les éveillés en question, ils commencent à éprouver une haine de leur entourage, parce que mais les salauds, ils m'ont menti depuis l'origine, etc. Donc ils se replient, ils se referment, et à la fin, ils brûlent d'un désir de se venger de toutes les avanies qu'on lui a fait subir, et là on lui dit, bah, tu vas chercher un pistolet, tu tires dans la foule, ou quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'on les recrute. Ça n'a rien à voir avec une conversion religieuse comme celle, légitimement dans un sens ou dans un autre, de quelqu'un qui se sent pas bien dans sa religion, qui a envie d'en adopter une autre. Ça a tout à voir avec les fonctionnements des sectes. Donc la dimension psychologique est très, très importante dans la lutte aussi, dans la prise en compte de ce phénomène. Et surtout, que faut-il faire en l'occurrence? Il ne faut pas... là, une fois de plus, dans la vie courante, tout le monde sait, tout le monde est persuadé de ça, que la médecine préventive, elle est plus efficace et moins chère que la médecine curative. En gros, si on a appris à quelqu'un à ne pas fumer, on n'a pas obligé de lui retirer un poumon 20 ans après, de la chirurgie, etc. Alors, ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est le moyen de faire du préventif, c'est-à-dire combien il y a de bombes humaines en France, c'est-à-dire d'individus qui peuvent basculer. Bonne question. Il y en a peu. Il y en a très peu. J'ai des chiffres qui sont confidentiels, mais en tout et pour tout, pour toute la France, surveillés en permanence, jour et nuit, 24 heures sur 24, parce qu'ils peuvent basculer à chaque instant, il n'y en a pas plus d'une cinquantaine. Donc, c'est pas ce qu'on a dit à la police, mais il y en a des milliers. Oui, c'est ça, on nous dit qu'il y en a 2-3 000 qui reviennent, qui sont prêts à partir en Syrie, ou qui en reviennent, etc. Tout ça est vrai.
Aucun de ceux-là n'est passé à l'acte jusqu'à maintenant. Moi, je suis prisonnier des faits. Dans les faits, ce sont des racailles de cités qui se sont radicalisés par Internet ou en écoutant quelqu'un de leur entourage et qui ont basculé un jour et dans lequel les épisodes qu'ils avaient fait à l'étranger étaient des épisodes d'échec. Mera n'est pas resté en Afghanistan, Kouachi numéro 1 n'est pas resté au Yémen, ils sont revenus en France parce qu'ils n'arrivaient pas, et puis même pour certains d'entre eux, comme Mohamed Mehdi Nemmouche, là, il s'était fait virer parce qu'il est simplet, lui, Mehdi Nemmouche, il a le QI d'un enfant pratiquement. Donc il n'a pas réussi à s'adapter, et c'est les recalés du djihad qui sont dangereux. On leur dit ça, mais non, la DGSI c'est tout mieux que tout le monde, et donc ils ne veulent pas prendre ça en compte. Alors, est-ce que c'est un motif pour se rassurer, tout cela ? Non, c'est ni meilleur ni pire. Le médecin, si vous voulez, fait un diagnostic. Alors bon, on préfère avoir un Panari qu'un cancer terminal, c'est bien sûr, mais il faut prendre la réalité comme elle est. Oui. Et il faut trouver le problème à résoudre, il faut connaître le problème à résoudre, où sont les bombes humaines dans ce pays, qui sont les bombes humaines potentielles et comment les avoir. Et on ne pratique pas la justice de la Corée du Nord, on ne met pas les gens en prison pour des crimes par la pensée, mais les avoir à l'œil, comme il n'y en a pas tellement que ça, de manière à pouvoir les intercepter avant qu'ils n'aient passé à l'acte. C'est-à-dire que les mots, c'est détection à temps. C'est-à-dire en temps utile, avant, il faut arrêter les gens le 9 septembre 2001 et pas le 12, quoi. Parce que le 12, c'est trop tard. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Mais s'il n'y en a que 50 au milieu des 3000... Je ne me dis pas, accréditez pas l'idée. J'ai dit qu'il y en avait une cinquantaine sous surveillance constante. Oui. Voilà, donc c'est pas la même chose. Oui, mais alors ceux qui passent à l'acte sont ceux qui ne sont pas sous surveillance constante. Mais non, parce que c'est pas vrai, parce que ceux qui sont naturellement, on leur a pas envoyé un avertissement. Et c'est tellement bien fait. Koulibaly n'était pas sous surveillance constante. Alors, ils avaient été signalés, mais il y a un passage en France, la fragilité entre le renseignement de la région parisienne et le renseignement à l'échelle de la France entière. Quand ils sont passés de la région parisienne, où ils étaient sous surveillance constante à Reims, eh ben, ils ont été perdus dans le dispositif. Ils sont sortis du radar. Voilà, exactement. Oui. Donc c'est un dysfonctionnement administratif. Exactement. Oui. Exactement. On a voulu, à un moment donné, faire de la DGSI non plus une direction du ministère de l'Intérieur, mais un service à part. Eh ben, ils sont plus autour de la table quand il y a des réunions et il y a des informations qui tombent dans les interstices, quoi, voilà. C'est bêtement un problème administratif. Alors, cette délinquance, Jean-Christophe, vous aviez évoqué précisément l'aspect économique. On a tendance quand même à penser qu'elle induit des dépenses considérables, non pas tellement dans l'acte de prévention ou de lutte, mais par les destructions, par l'insécurité, par le recours à des financements d'alarmes, etc. Est-ce que l'impact économique est décisif ? Est-ce qu'il est important ? Est-ce qu'il renchérit en général est-ce qu'il aggrave la situation financière de la France ? Les gouvernements successifs de la Ve République nous disent que tout ça n'est pas bien grave et que finalement ils se refusent toujours à faire des calculs sérieux. On ne le sait pas. Les États-Unis sont lucides, à savoir que je reviens récemment de recevoir une étude sur ce que coûtait aux États-Unis par an le fait d'avoir les armes à feu à disposition libre. Ça coûte des dizaines de milliards. Pourquoi ? Parce que il y a les assurances qui jouent, il y a le dommage psychologique, il y a le fait que naturellement les gens qui sont tués peuvent pas payer leurs cotisations, ne sont pas des citoyens productifs. On ajoute tout ça, c'est-à-dire les coûts directs et indirects, et on aboutit. Mais ça, jusqu'à présent, le gouvernement français l'a pas fait. Des universitaires se sont essayés à faire des coûts, etc. Et ce sont pas des coûts insupportables pour la société, c'est-à-dire que ce n'est pas en train de nous ruiner, mais en revanche, dans une situation de crise, les sommes qu'on dépense à ces affaires-là, si jamais les phénomènes de criminalité étaient pris en compte, contrôlés et réduits jusqu'à la seule chose que puisse faire la société des hommes, tant que nous ne serons pas au royaume des anges, c'est faire réduire ces phénomènes-là sous le seuil de l'insupportable.
On ne peut pas empêcher des gens d'avoir envie de piquer l'argent de leurs voisins. Il faut simplement que ça soit réduit au point tel que ça ne hante plus et que ça ne traumatise plus la population. Donc c'est à ça qu'il faut arriver. Et l'argent, à l'heure actuelle que ça coûte, pourrait tellement être mieux utilisé. Et là, c'est grotesque, quoi. On laisse filer des gens, les laisse commettre des infractions. Et naturellement, pendant ce temps-là, tout ce que ça coûte, les policiers qui courent derrière, les gardiens de prison, les machins, tout ça pourrait être utilisé beaucoup mieux à faire. Moi, je suis pas contre le social. Vous savez, que les gens soient riches et bien portants plutôt que pauvres et malades, ça m'enchante. Mais on ne fait pas ce qu'il faut pour à l'heure actuelle. Mais est-ce que le délinquant lui-même ne peut pas faire ce calcul économique que la sanction lui coûtera plus cher que le bénéfice escompté? Quelle sanction? C'est ça. En France, il n'y a pas de sanction. Bien sûr. Quelle sanction? Bien entendu. Le calcul coût-bénéfice, c'est tout l'affaire, mais quel coût? C'est ça. Il n'y a pas de coût. À l'heure actuelle, les risques qu'a un braqueur, ou un dealer de cité quelque part où la police ne met pas les pieds, de se faire arrêter et de finir en prison vraiment, sont de l'ordre des risques qu'on court en étant en voiture sur l'autoroute du Nord, de prendre un avion sur la tête qui serait écraserait au sortir de Roissy. Voilà, c'est très faible. Ah ouais, c'est très faible. C'est-à-dire que le tuyau pénal en France est un tuyau. Alors, si ça vous arrivait à vous avec votre tuyau d'alimentation d'eau au robinet, vous hurleriez, vous paieriez pas vos factures, qui perd 99% de son eau entre la source et le robinet. C'est ça. Comment voulez-vous que ça marche? La métaphore est très évocatrice, oui. Mais alors, oui, parce que les coûts peuvent être importants. Des entreprises sont obligées de mettre des systèmes de sécurité pour pas se faire voler leur stock, voire qui finissent par se délocaliser dans des pays où il y a moins d'insécurité. Des touristes qui se font agresser, et on sait que les touristes asiatiques sont les cibles autour de la Tour Eiffel, je sais plus, il y a plus de 150% en un an de vol à la tire. Donc ce sont des gens qui, quand ils rentrent chez eux, disent bah, j'ai été visiter Paris, je me suis tout fait voler. D'autant plus pour les Chinois, c'est un traumatisme terrible pour eux. Je passe une partie de ma vie en Chine parce qu'on a un institut là-bas de formation dans une université à Pékin, une autre à Shanghai. Les Chinois qu'on rencontre dans la rue, le rêve absolu de leur vie, c'est de venir en France. À Paris, oui. En France, à Paris. Oui. Et puis les châteaux de la Loire, oui, et puis voilà. Oui. Donc, mais c'est pour 1 milliard d'habitants. Et arriver en France, se faire casser la gueule et prendre son argent, c'est affreux pour eux. Ils ne font pas cette expérience chez eux. Je veux dire, il y a la délinquance et... Très faible. Enfin, il y a des zones où il vaut mieux pas mettre les pieds, mais les grandes métropoles sont bien tenues. Non, parce que j'ai l'impression aussi que l'insécurité générale réduit l'espace de sociabilité. Bah, évidemment. Prenons un petit exemple très simple que j'ai connu dans ma commune. Les décorations de Noël. Dieu sait si les décorations de Noël, bon, sont modestes, c'est la rue principale, etc. Elles ont été volées. Ouais. Mais j'ai mesuré un désespoir qui était au-delà de l'objet en lui-même. Oui, des 300 € d'ampoule. Voilà. Et c'est véritablement, les gens se sentaient touchés dans leur intimité, et dans leur vie sociale, si vous voulez, dans la possibilité qu'ils avaient de circuler dans cette modeste rue, modestement décorée, mais de se sentir un peu chez eux dans la rue. Voilà. Si c'est comme le cambriolage est souvent vécu comme un viol. Un viol, absolument. Etc. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Ou le saccage de votre voiture dans la rue, on finit par plus se sentir. En plus de ça, le nombre de fois où on va sur le terrain, il y a des pauvres gens qui viennent vous voir en pleurant, en disant que mon mari, il a perdu son emploi parce que sa voiture, et puis on est à un endroit et déjà l'autobus n'arrive plus dans la cité parce qu'ils ont caillassé, etc. C'est un coût social très grave. Et dont sont victimes non pas les forts bourgeois, les journalistes du Monde et de Libération, mais les gens qui habitent sur place, eux-mêmes, en grande partie immigrés. Donc ça joue contre eux. Oui, bien sûr. Et ceux qui ont envie de s'intégrer, naturellement, ne le peuvent pas de ce fait. Bien sûr. Donc, bien entendu, il faut condamner tout ça et les faire condamner ces individus avec la plus grande fermeté, parce que il est évident, un enfant, là aussi, de 4 ans comprend qu'une racaille de la cité machin, dans les pires coupes-gorges de la région parisienne, c'est-à-dire le Clos Saint-Lazare à Stein, il va pas aller tout de suite piller les gens dans le 16e arrondissement. Il va faire ça sur la Coursive où il habite, où il va violer la fille de l'étage en dessous. Il va pas tout de suite aller faire ça à l'autre bout de
de la région parisienne, dans un endroit qu'il connaît pas et où il a aucune espèce de contact ni de repérage. Il est évident que ces gens-là, vous savez, dans le temps, les écolos disaient vivre et travailler au pays, ben, ils vivent et ils pillent dans la cité, quoi. C'est ça qui se passe. Donc c'est dans l'intérêt des habitants eux-mêmes, et les habitants de ces cités-là hurlent à la demande de sécurité. Chaque fois qu'on fait un sondage, ils le hurlent et personne ne les entend. Autrement dit, ici, un enjeu des futures élections, à partir de 2017, c'est un garde des Sceaux qui soit un... Ça sera le job le plus difficile, voilà. Parce qu'il faudra revenir sur 5 ans, allez, je suis gentil, 10 ans de gabegie, oui. Mais... Moi, je disais 20 ans. Mais... Oui, on peut dire ça comme ça. Ouais. Hein, il faut, et voilà, c'est dans un futur gouvernement, le job le plus difficile, c'est pas ministre de l'Intérieur, c'est ministre de la Justice. Et d'autant que la criminalité est quelque chose qui nuit justement au vivre ensemble. Parce que du coup, on a l'image, on sait tous que ceux qui se rafalent à la Kalachnikov dans les rues de Marseille, c'est pas des bons Bretons. Donc, rarement. Le Berrichon est rare. Oui, le Berrichon est rare avec sa Kalachnikov. Et voilà comment ces choses se passent. Et c'est d'autant plus important de les prendre en compte que naturellement, au bout du compte, les victimes sont nombreuses, et pendant ce temps-là, les journalistes qui devraient évoquer ces affaires ricanent. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a des gens qui attaquent, des gens sur l'autoroute, Libé et Le Monde ricanent dans l'esprit supérieur en disant attaque de la diligence. Ça les fait rire. C'est le Far West. Comme tout cela est drôle. Mais ils ne sont jamais des gens dans la traumatisés. Ah ben non. Et ça, c'est un comportement oligarchique. C'est ce groupe oligarchique qui est perçu, alors là, dans les tréfonds de notre pays, on l'a dit combien de fois dans notre émission, qui est perçu comme la caste exploiteuse, la classe pas exploiteuse, la classe opprimante. Oui, exactement. Et ça, c'est redoutable. Vous savez, très redoutable. Il y a une phrase de Tocqueville qui montre que ces affaires-là ne durent pas longtemps et qui est encore extrêmement actuelle aujourd'hui. Il décrit la société française vers 1785. Et il dit, et il était stupéfiant de voir l'aristocratie parler du peuple, de sa douceur, de sa bonté, de ses plaisirs innocents. Et il ajoute, quand 1793 est sous leurs pieds, point, spectacle grotesque et terrible. Voilà, c'est une phrase qui fait froid dans le dos. Très bien. Ah, mais comme ils sont gentils, les braves, etc. Alors à l'heure actuelle, vous vous rendez compte, il faut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un, mais quand les gens de Charlie Hebdo sont morts, ils ont été tués par ceux-là même dont ils disaient depuis 20 ans que c'était des victimes innocentes. Absolument. On est exactement dans la situation que décrit Tocqueville. Et il niait la notion même d'histoire, avec son tragique. Et c'est l'histoire qu'ils ont rencontrée. Malheureusement, ils l'ont payé de leur mort. Mais sans comprendre d'ailleurs. Non, mais ils étaient dans une bulle en quelque sorte. Sûr. La bulle post-68 qui voulait que le délinquant était une victime. Voilà. Et c'est pour ça, mais c'est une autre affaire, que... et la victime est délinquante. Et l'opération Charlie a été évidemment une gigantesque manipulation. Mais bon. Moi, je suis criminologue, je suis pas manipulologue. Voilà. Je crois que nous arrivons. Eh bien, merci Xavier Roffer. Alors, je vais citer votre dernier livre, Quelle guerre après Oussama Ben Laden, aux éditions Plomb. Donc, si les téléspectateurs veulent poursuivre avec Xavier Roffer, ils peuvent effectivement se ruer sur les nombreux livres que vous avez écrits et qui sont tous aussi passionnants que vous pouvez l'être par oral. Voilà. Merci Xavier Roffer. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.